Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Bonjour Jean et bienvenue dans le podcast Expat et compagnie. Nous allons partir aujourd'hui à la découverte du Mexique. Jean, comment vas-tu? Comment ça se passe au Mexique? Peux-tu nous dire où tu es exactement? Bonjour Clotilde, bonjour tout le monde. Je suis au Mexique, dans le centre du pays, à 500 km au nord de Mexico, entre Mexico et Monterrey. C'est plutôt au milieu, on va dire au milieu du pays. C'est pas sur la côte, c'est sur un haut plateau. La ville s'appelle San Luis Potosí et nous sommes à peu près presque à 1800 mètres d'altitude. Et ce serait les Pyrénées, quoi. Ah oui, d'accord, au centre du Mexique, en altitude, et on est à peu près à 350 km au nord de Mexico, c'est ça? Voilà, un peu plus. En bus, ça fait 5 heures, 4-5 heures. D'accord, donc voilà, pour situer un petit peu les gens, au centre du Mexique, au nord de Mexico, un petit peu en altitude. Alors Jean, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené au Mexique? Comment ça s'est passé? À quel âge est-ce que tu as emménagé au Mexique? Est-ce que tu te considères comme étant expatrié au Mexique aujourd'hui? Tout à fait. D'abord, j'ai 63 ans, presque 64, et je dirais que la moitié de ma vie au Mexique. Donc, je suis plus qu'expatrié, je suis un peu, on va dire, de tête, intellectuellement, peut-être je suis français, mais de cœur, je suis tout à fait mexicain. Donc, oui, comment je suis arrivé au Mexique, ça a été de longues aventures. J'ai tourné un peu à droite, à gauche. J'étais un peu perdu à Bordeaux. Je suis Bordeaux. Et bon, je travaillais à l'époque dans les alliances françaises. Je suis de cœur enseignant. Et je me trouvais à Chicago. Et un jour, j'en avais un peu marre. Et je me suis dit, je vais à l'aéroport. Et je prends le premier avion qui part vers le sud. Et le premier avion qui partait vers le sud, il allait justement à San Luis Potosí, un bled que je ne connaissais pas du tout. Et voilà comment je suis arrivé ici, voilà comment j'ai atterri littéralement au Mexique. Tu as atterri au Mexique, donc tu as pris n'importe quel billet d'avion qui allait vers le sud. Mais est-ce que à ce moment-là, tu t'étais dit, le Mexique ça m'attire, ou ça aurait pu être n'importe quel autre pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale Oui, ça aurait pu être n'importe quel autre pays, mais bon, le Mexique, je connaissais puisqu'à l'époque, il y avait eu un tremblement de terre assez sérieux et moi, comme j'ai fait beaucoup de métiers. Je travaillais pendant que j'étais étudiant en intérim et je travaillais à cette époque-là pour l'agence France Presse et donc je m'occupais de tous les fax, les photos de tremblement de terre. Donc j'avais une idée du Mexique, j'avais une idée assez précise. Est-ce que tu avais des clichés sur le Mexique à l'époque? Les clichés que tout le monde a, qui ne sont pas toujours vrais d'ailleurs, à travers les films. Ouais, le Mexicain qui fait sa sieste avec son sombrero près d'une église toute blanche peinte à la chaux. C'est un peu ça, c'était un peu le Far West, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as sur le Mexique, tu dirais que les clichés sont vérifiés ou pas? Non, pas du tout, non, ça ce sont beaucoup d'autres choses. C'est un pays qui est assez moderne, c'est l'Amérique, c'est le continent américain quand même, mais il y a de tout, quoi. C'est un pays de contraste. Mais par rapport aux clichés que l'on peut avoir, toujours des gens qui font la sieste, non, c'est pas du tout ça. C'est un pays qui est très jeune. Par rapport à l'Europe, ça n'a rien à voir. Et la moyenne, je ne sais pas, ça va être à peu près 25 ans, quoi. Donc c'est un pays qui bouge pas mal, et qui est assez, à mon avis, assez dynamique. C'est un pays qui bouge, qui est dynamique. Ça m'amène à parler culture. Quel est ton plus gros choc? Quel est ton plus gros choc culturel?
Mon plus gros choc culturel, c'est peut-être que les Mexicains, quelquefois, bon, déjà pour un Européen, l'imponctualité, ils ne sont pas très ponctuels. Euh, c'est quand ils disent ahorita, ahorita qui signifie basiquement immédiatement, mais tout de suite, ça veut dire 15 minutes, 30 minutes, même une heure. Donc cette ponctualité, ça me désespère un peu. Et il y a aussi un côté superficiel, même on va dire un peu hypocrite. En Europe, on est très frontaux, on dit ce qu'on pense. Et ici, ils disent oui à tout, mais aussi les oui, le oui ne signifie rien, quoi. Le oui, ça signifie oui, peut-être, non. Donc ils disent oui pour être gentil, mais moi souvent je préférerais qu'ils soient honnêtes et qu'ils disent non, quoi, si vraiment ils pensent ça. Ouais, ils disent oui pour pas contrarier et en fait ça va être oui, est-ce que tu peux venir à mon anniversaire? Je t'invite. Oui, 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 je viens et en fait ils ne viennent pas du tout et c'est pas, faut pas le prendre mal, c'est ça? C'est juste une différence culturelle. Hmm. Donc toi tu dirais que tu t'es plutôt bien adapté? Oui, d'ailleurs, ça m'a permis de changer, parce qu'on relativise tout, et donc on est obligé de, comme je dis ici, ou tu te calmes, ou tu meurs. C'est une très bonne thérapie pour se calmer, parce que les Mexicains, sont super calmes, super tranquilles, et donc on doit être flexible, on doit apprendre à s'adapter. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ce contraste, cet existentialisme, on va dire, de vivre le moment et puis et laisser couler un peu, voir ce qui se passe, non? C'est le prix de l'improvisation, on va dire. D'accord, ouais. Se laisser vivre le moment présent. Est-ce que tu dirais que ça t'a changé le Mexique? Ah oui, oui, ça m'a changé complètement, parce que en Europe, il faut toujours penser à tout quand on va faire une démarche administrative, qu'on va à la banque, qu'on va à la poste. Il faut presque ressasser dans sa tête tout ce qu'on va dire. Alors qu'ici, non, ici, on n'a pas un agenda. Si on a envie de sortir et boire une bière, on boit la bière. Et on doit aller au cinéma, on va au cinéma. Et tout, c'est comme ça, on se lève et puis, selon le jour, on passe aux actions. Et ça, je pense que c'est bien. C'est bien ces rencontres, ces interactions humaines qu'il peut y avoir avec les gens. Ici, souvent par rapport à la France, je disais, en France, malheureusement, beaucoup de gens vivent la solitude et ils ne la choisissent pas. Alors qu'ici, la solitude, on la choisit parce que si on ne veut pas être seul, il suffit de sortir dans la rue, aller manger un taco et les gens nous parlent. Et donc, j'apprécie vraiment, quoi. D'accord. Alors moi, j'aimerais revenir sur un point. Donc tu débarques de Chicago, tu arrives au Mexique. Tu as quel âge? Tu as 20 ans, 20. Non, 25 à peu près, 25. Donc tu as 25 ans et concrètement, quand tu arrives tout seul au Mexique à 25 ans, qu'est-ce que tu fais? Bon, d'abord, ce que j'ai fait pendant plus ou moins 6 mois, j'ai voyagé dans tout le pays pour bien connaître le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et pour rencontrer les Mexicains. J'étais seul. Moi, j'aime beaucoup voyager seul. Je suis un peu un solitaire. Mais, et dans ces rencontres, quelquefois, je travaillais un peu à droite, à gauche. J'aime beaucoup la cuisine. Bon, je me suis élevé à Bordeaux, dans les vignobles de Côte de Blaye, que mes parents avaient des vignobles. Et donc, je travaillais à droite et à gauche, et à travers ça, je me suis dit comment connaître le pays. Et pour moi, connaître le pays, c'était je vais le manger, je vais le boire et je vais l'entendre chanter. Et j'ai commencé à me déplacer comme ça dans les différents États du Mexique et pour découvrir un peu la gastronomie, les boissons, les chants, les différentes cultures, on va dire peut-être pas la culture avec un C majuscule, la culture peut-être avec un C minuscule du quotidien. Et est-ce que je peux savoir quel métier tu as... Enfin, comment dire? Avant que tu arrives au Mexique et que tu te mettes en découverte du pays, est-ce qu'on peut connaître le métier que tu faisais ou en tout cas le métier que tu as étudié? Bon, moi en réalité j'ai étudié deux carrières.
J'ai étudié une carrière de biologie et une carrière de linguistique. Donc du côté de la biologie, j'avais plutôt une tendance vers l'œnologie, vers le vin et la cuisine. J'aime beaucoup la cuisine. Je donne des classes de harmonie des mets et des vins et je fais du wine cooking aussi. Et du côté de la linguistique, comme je disais, je donnais des classes de français, mais aussi d'alphabétisation. D'ailleurs, ici, dans les communautés indigènes, j'ai aidé à lire. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Et voilà, donc je me considère plutôt, quand on parle de métier, je me considère plutôt un communicologue et essayer de donner un peu des connaissances. Et pour moi, parce qu'on est dans le monde de l'information, mais l'information, tout le monde peut l'avoir à travers le téléphone, l'ordinateur. Une connaissance, pour moi, c'est une information vécue, expérimentée, vraiment en 3 dimensions. Et donc, j'ai décidé de donner ces connaissances pour qu'elles soient à la portée des gens, parce que souvent, dans le monde, par exemple, de l'onologie ou même de la gastronomie, c'est un métalangage, personne ne comprend rien. Et donc, je me suis dit, il faut vulgariser tout ça, et puis c'est un vecteur de culture et une passion pour moi. Donc, j'ai commencé un peu à aller à droite, à gauche, faire des dégustations dans les restaurants, et je voyageais comme ça, et des fois, je leur disais, on fait un troc, non? Je vous fais une dégustation, vous me donnez une nuit ou 2 nuits d'hôtel, ou un repas, et j'ai commencé pendant 6 mois, donc, à tourner un peu comme ça au Mexique. Ah oui, d'accord. Donc ça nous donne envie. On se dit d'accord, donc tu voyages au Mexique, tu pars à la rencontre des gens, tu veux faire un partage de connaissances. Tu véhicules de belles valeurs qui, je pense, vont parler à beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de démarche concrètement? Tu es au Mexique, tu es jeune. Est-ce que tu parles la langue? Est-ce que tu sais quel visa tu peux obtenir? Est-ce que tu as une envie de rester, de t'installer déjà au Mexique? Est-ce que tu vas vraiment au feeling? Comment est-ce que ça se passe dans ta tête à cet âge-là? Bon, à cet âge-là, c'était un peu compliqué parce que bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui et toutes les démarches administratives. Bon, j'ai commencé donc par chercher un emploi. Il me fallait que je trouve un employeur pour pouvoir faire une démarche administrative comme une style carte de séjour, mais ça s'appelle FMT, formulaire migratoire de travailleurs. Et après, il y a le FM1, FM2, FM3, pour arriver aujourd'hui où je suis, moi, résident permanent. Mais j'ai commencé à l'époque par avoir des permis de travail. Dans ce cas, c'était l'Alliance française qui s'occupait de me les donner. Et ça, il durait à peu près... Bon, il y avait d'abord le permis touristique, on va dire, qui durait 3 mois. Il fallait le renouveler. C'était possible de renouveler 3 mois sans sortir du pays. Et après, je suis passé au permis pour travailler. Et là, après 2 ans, je pouvais accéder à un autre permis, par exemple, passer du FM1 à FM2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à aujourd'hui où je suis résident permanent. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu dirais que les démarches sont compliquées? Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute a aussi envie de partir travailler au Mexique, c'est quelque chose d'assez faisable ou pas? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué parce que à l'époque, moi, j'étais à San Luis Potosí, je devais aller à Mexico faire toutes les démarches et ça faisait 5 heures de bus pour aller, 5 heures de bus pour venir. Si j'oubliais un papier, bon, c'était retaper un voyage. Et aujourd'hui, il y a migration ici à San Luis Potosí, il y a les bureaux dans différentes grandes villes du pays. Et les gens aussi peuvent faire les démarches auprès de l'ambassade ou du consulat mexicain en Europe. Et donc, basiquement, aujourd'hui, il faut qu'ils trouvent un employeur qui leur donne un emploi. Et avec ça, ils peuvent déjà faire leurs papiers en Europe, et arriver au Mexique avec leur permis. D'accord, ok, super. Est-ce que, en termes de vie professionnelle, travailler au Mexique par rapport à un travail en France, ça a été différent? Est-ce que tu pourrais nous parler de l'ambiance au travail? Est-ce que tout ce qu'on a
en tête par rapport au Mexique, ça se confirme, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'ils disent oui à tout, le fait que ce soit un peu plus tranquille, un peu plus relax. Est-ce que ça a des conséquences sur l'ambiance au travail, sur le rythme de travail, etc. Bon, bien sûr, ça a des conséquences, bon, d'abord sur la productivité. Les Mexicains sont beaucoup moins productifs que les Européens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas une semaine de 35 heures, ils ont une semaine de 40 heures ou 48 heures. Parce que facilement, ils perdent tous les jours 2 heures à papoter, à aller manger des tacos, à aller boire quelque chose, ils sortent, ils reviennent. C'est un peu un moulin, le travail. Mais moi, par rapport dans mon cas personnel et par rapport à mon public, aux élèves, aux étudiants, ils sont très très respectueux, peut-être plus qu'en France, je crois. Donc, mais c'est vrai que comme je suis étranger, donc ils ont une image de moi un peu différente, une nouveauté. Et ils sont toujours à l'écoute. Ils sont en général très 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 gentils, ça c'est vrai. Ce ne sont pas de mauvais étudiants non plus, mais ils ne font pas de devoirs, quoi. Bon, je crois qu'en Europe non plus, aujourd'hui, les gens ne font plus les devoirs à la maison. Mais autrement, ils sont très jeunes, comme je disais. Donc, ils ont une capacité d'improvisation incroyable. Ils sont capables d'organiser un projet en 2 heures, une grande fête en 3 heures, chose qu'un Européen, il faudrait une semaine, quoi. Donc pour la fête, ils sont très très forts et c'est des grands spécialistes. Par contre, pour la productivité, il faut les bouger un petit peu. Mais moi, je fais avec et j'ai pas du tout de problème. Au contraire, ça m'apprend à être tolérant, ça m'apprend à être patient, toutes les choses que les Français n'ont pas, je crois, dans le pays. Le Mexique t'aura appris la patience, la tolérance, ça t'aura zénifié si je peux me permettre. Est-ce que, donc tu nous parles toujours de la France, est-ce que la distance avec tes proches en France se fait ressentir? Aujourd'hui, non. Je vais en France à peu près tous les 2 ans, mais aujourd'hui, la distance, bon, quand mes parents étaient encore en vie, et je parle, c'est assez récent, il y a 2 ans qu'ils sont partis, enfin, un est parti il y a 3 ans, l'autre il y a 2 ans, et j'ai commencé à couper un peu les liens avec, pas couper, mais à distance, c'était un peu plus éloigné les rencontres, parce que bon, quand j'y allais, c'était surtout pour mes parents. Aujourd'hui, j'ai tous mes frères, j'ai 2 frères et une sœur qui habitent dans la région de Saint-Émilion, Bordeaux, les alentours. J'y vais un peu moins parce que je sens pas trop la nécessité. Quand je vais en France, j'ai l'impression d'être décalé. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un étranger, quoi. Donc, je sais pas, je me suis tellement imprégné de la culture, on va dire, latino-américaine qu'il y a des choses que j'arrive pas à saisir quand je suis en Europe. Ouais, maintenant tu te sens un petit peu en décalage, hein, comme tu nous disais, tu te sens aussi très bien intégré, tu te sens mexicain. Euh, Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ont peur de quitter leur famille, qui ont peur d'avoir ce sentiment d'être homesick, est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à accepter cette distance avec ta famille, avec la France? Euh, bon, moi j'ai toujours été une personne avec beaucoup de questions intérieures. Et donc, moi je considère que nous sommes narrateurs de notre vie, de notre histoire. Et plus que narrateurs, si on peut être des poètes et mettre des rimes à notre vie, c'est mieux que après chacun va trouver son objectif de manière différente. Moi, il fallait que je parte. La Terre, elle est grande, l'univers est grand. Je n'allais pas rester à un seul endroit. Il fallait que je rencontre des gens, il fallait que j'ai des références différentes. C'est parce que je pense que ça, c'est cette mixité, c'est ce qui fait la richesse des personnes. Donc, partir, moi, je pense que c'est bien. Au contraire, je motiverai les gens à faire ce pas. Et ils ne vont pas le regretter, ça c'est sûr. Ils vont grandir. Ils vont grandir, ça va être un catalyseur. Souvent, quand on voyage, on s'accélère dans la maturité.
Donc c'est super. Imagine, c'est comme une machine qui fait que à 25 ans, tu peux avoir un raisonnement d'une personne de 35. Mm. Ah non, mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas de souci, tu prêches une convaincue. Mais je sais que cette question du manque de la famille, ça peut être un frein à l'expatriation pour certaines personnes. Donc c'était important pour moi qu'on en parle. Aujourd'hui, du coup, tu es marié, tu as une fille, tu es installé au Mexique et finalement tu es resté au Mexique. Est-ce que tu n'avais pas aussi envie peut-être de continuer cette expérience de voyage, d'aller ailleurs? Pourquoi finalement t'être arrêté au Mexique? Parce que j'avais envie de continuer, mais ma femme, justement en parlant de famille, ma femme préférait rester près de sa famille. Et donc, dans un couple, il faut choisir quelquefois où on vit près de la famille de la femme, ou on vit près de la famille de l'homme, ou ni l'un ni l'autre, non? Mais pour moi, c'était pas un problème si ma femme voulait rester près de sa famille, près de sa maman, près de ses... Euh, donc, je me suis dit, je suis à San Luis Potosí, au milieu d'un pays, dans une ville que presque personne ne connaît. Mais finalement, je suis là pour travailler. Et quand j'ai des vacances, je vais où je veux. Donc, quand je suis dans une ville pour travailler, je ne veux pas avoir des distracteurs. Moi, j'aimerais pas travailler dans une ville sur la plage parce que je n'aurais pas envie de travailler. Je verrai la plage, le soleil. Non, quand je suis dans le travail, je travaille. Et quand j'ai des jours libres, je vais où je veux. Donc, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, tu parles de voyage. Bien sûr que je voyage beaucoup. J'ai la chance, en fait, bon, j'ai deux filles et une petite fille. Tu m'as dit une fille, mais en réalité, c'est la petite fille, je crois, qui restait un peu dans ta tête. Mais j'ai deux filles, et une petite fille, et une de mes filles travaille à United Airlines, qui est une compagnie américaine. Et donc, moi, j'ai accès au vol à des prix très économiques, donc, grâce à elle. Et bien sûr que dès que j'ai un moment libre avec ma femme, on prend le premier vol et on va n'importe où. Bon, ça rejoint un peu l'histoire de Chicago, sauf que là, on va n'importe où parce qu'en fait, ça dépend on est en stand-by, ça dépend des places qu'il y a dans les vols. Et en fonction des places, on monte pratiquement, c'est pratiquement gratuit. On paye les taxes des aéroports, quoi. Ça m'amène à une question qui est, quand tu as des enfants comme ça qui ont une double culture, finalement, ces enfants, est-ce qu'ils ont eux aussi envie de partir à l'aventure, à la découverte d'un autre pays, de s'expatrier eux-mêmes? Comment ça se passe dans la tête d'un enfant qui a vu son papa être aventureux? Bon, là, dans ce cas, les deux filles, il y a une fille qui est très aventurière comme moi et qui presque tous les ans va dans 3 ou 4 pays. Et elle fait du bénévolat, du volontariat. Là, récemment, elle est allée en Tanzanie, au Japon. Elle prend des cours de ballet, mais en même temps, quand elle va en Tanzanie, par exemple, elle donnait des classes de musique classique à travers la danse. Elle fait de la thérapie aussi pour des personnes, mais elle va dans des pays à droite à gauche et elle est complètement aventurière. Son rêve, je crois, c'est de s'expatrier, mais de s'expatrier plutôt en Espagne, plutôt dans des pays un peu de la Méditerranée, l'Espagne, l'Italie, peut-être le sud de la France. Et l'autre fille, elle est plus côté américain, côté États-Unis, Mexique, elle n'est pas tellement côté Europe. Donc c'est un peu ça qui est intéressant. Il y en a qui ont une influence du papa, l'autre a plus d'influence de la maman, quoi. D'accord. Non, mais c'est chouette de voir que finalement tes filles, elles suivent un petit peu cette inspiration, ce côté aventureux. Ça m'amène à te demander, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs qui ont eux aussi envie de s'expatrier? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à tenter l'aventure, à passer le pas? Moi, je leur dirais que quand on part, on devient un peu, on accélère cette autonomie. Et donc, je crois qu'on fait une introspection. Dès qu'on prend un avion, un bus, on est là et il y a des choses dans notre tête, on a des questions. Mais
quand on voyage et quand on s'expatrie, on se rend compte que quand on a des questions, finalement, on a la moitié déjà de la réponse. Ce qu'on cherche, c'est l'autre moitié. Mais si on ne part pas, on ne va pas la trouver, cette autre moitié de réponse. Donc, on apprend de tout le monde. Je crois que pour moi, c'est devenir des gens de la planète, devenir des gens intelligents. Pour moi, les gens intelligents, c'est les gens qui apprennent de tous et de tout, quoi. Et après, il y a les gens qui se disent moyennement intelligents, qui apprennent de leur expérience. Et puis, il y a complètement les gens bêtes qui eux, ils savent tout. Donc, voilà. Mais je crois qu'il faut aller vers l'autre. Je crois qu'il faut prendre ce voyage. Moi, quand je suis venu au Mexique, c'est vrai que dans certains trucs, on est peut-être, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans en arrière. Par exemple, quand je sortais avec ma femme, je ne pouvais pas entrer dans la maison de mes beaux-parents. Il y avait un banc à l'extérieur, et on était assis là et on parlait. Mais c'était exactement ce que disait ce que faisait mon père avec ma mère. Mais moi, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme dans un film. Donc, je me suis un peu transporté dans le passé. C'est un peu la même chose que quand quelqu'un va à Cuba, qui voit toutes ces voitures, ces vieilles voitures. Et c'est incroyable. C'est comme voyager dans le temps. Et pour moi, l'expatriation, c'est un peu ça. C'est une aventure temporelle et une aventure aussi spatiale, non? Et pour moi, tout est temps et espace. Mais ça, je l'ai découvert avec l'expatriation. Je l'ai découvert en partant, je l'ai découvert en prenant une décision. Mais comme tu dis, quand on prend une décision, le mot décision vient de incision. Incision, c'est on doit se séparer de quelque chose. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que finalement, on va trouver un autre groupe de référence. Et le succès de la vie, en fait, c'est le groupe de référence que tu choisis, les 5 ou 6 personnes qui sont toujours là quand tu en as besoin. Et si ce groupe de référence, il est un peu mélangé, ben, c'est d'autant plus une grande richesse pour toi. Merci pour ces mots, Jean. On arrive à la fin de cette interview et nous allons maintenant passer aux questions de la petite interview dans l'interview. Jean, quel est ton endroit préféré au monde ? Alors, mon endroit préféré au monde, endroit, là j'ai un peu de mal avec les mots, dû à mon métier, mais pour moi, un endroit, c'est quelque chose qui est plus limité. Mais endroit, ça me fait toujours penser à droite, à gauche, devant, derrière. Donc mon endroit préféré au monde, maintenant, c'est chez moi. Mais c'est aussi un bon restaurant. C'est aussi, bon, pour unir un peu avec la gastronomie, c'est un bon plat, une bonne boisson, une bonne compagnie, dans une bonne ambiance. Ça donne une équation d'un moment excellent. Mais si on revient un peu à ta question, je crois que toi, moi j'appellerais ça plutôt un lieu, mon lieu préféré, mais je pourrais faire une espèce de zoom. Ce serait le Mexique, et on approche le zoom, ce serait la région des Caraïbes. On approche le zoom, ce serait au sud de Tulum. Tulum, les gens connaissent, c'est au sud. On approche le zoom et je me retrouve à la frontière du Belize. Et on approche le zoom et je me retrouve dans un village qui s'appelle Bacalar. Et on approche le zoom et c'est une lagune, la lagune de 7 couleurs. Le soir et au crépuscule, on voit des reflets dorés, des couleurs roses, et la journée, on voit 7 nuances de bleu. Bon, et je rapproche le zoom et je me retrouve sur un ponton, les pieds dans l'eau. Et là, ça devient un endroit parce que c'est beaucoup plus limité. Je ferme les yeux et je sens tous les éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Je ferme les yeux et je me retrouve dans mon enfance, des souvenirs, mais je me retrouve aussi dans le présent et je pense à des choses du futur. Et imagine, j'arrive à un moment à unir le passé, le présent, le futur, ça devient de l'éternité. Donc cet endroit, c'est mon endroit préféré. Il s'appelle Bacalar, c'est une lagune de 7 couleurs, salée, qui a une sortie sur la mer, et où les pirates, les flibustiers, d'ailleurs il y a un musée des pirates là, et ils allaient. Et cet endroit, c'est l'endroit où je me ressource.
c'est l'endroit où j'élimine la toxicité un peu de notre vie de stress, où je libère des hormones comme l'endorphine, pour lutter contre le cortisol et la dopamine en mangeant de bons fruits de mer, etc. C'est mon endroit qui est dans ce lieu préféré. Jean, quelle est ta meilleure découverte culinaire dans le pays? Et à l'inverse, est-ce que tu as une horrible expérience à nous partager? Bon, ma meilleure découverte culinaire, comme tout le monde sait, ça va être très rapide, c'est les tacos. Mais bon, moi j'appellerais ça la vitamine T, parce que c'est pas que les tacos. Il y a beaucoup... Une vitamine T, c'est en plaisantant, mais les tacos, les tortas, les tamales, les tostadas, tout ça, ce sont beaucoup d'aliments qui commencent avec T, c'est pour ça qu'on dit la vitamine T. Mais les tacos. Et par contre, juste dans les tacos, il y a quelque chose que je n'aime pas du tout. Ce sont les tacos un peu faits à base de tripes, de cœur, de rein. Ça s'appelle tacos de buche. Ça, je n'aime pas. Donc, basiquement, dans les tacos, il y a mon plat préféré et il y a le plat que je déteste. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote d'expatriation à nous partager pour finir cette interview en beauté? Expatriation, oui, le contact avec les communautés indigènes. Quand je faisais de l'alphabétisation, que j'ai rencontré ma femme, un jour je suis allé dans la Sierra Tarahumara, et là, bon, les gens ils marchent pendant 40 km pour arriver dans leur communauté. Ils nous ont invités, ma femme et moi, à dormir chez eux. Ils vivent dans des grottes, et là, dans certains aliments, ils nous ont présenté le chaman qui nous a donné des champignons hallucinogènes. Donc on a commencé à halluciner, on a commencé à sortir et à marcher, à courir la nuit sous la pluie. Et moi j'avais l'impression franchement que je courais sur la lune. Et bon, ça c'est l'anecdote. Et après ils nous ont donné une boisson spéciale, Pinole, avec du miel, pour essayer de nous refaire atterrir. Et bon, ça nous a fait beaucoup de bien. Et bon, juste pour l'anecdote, de là est née notre première fille, qui s'appelle Mélissa, en souvenir de la fleur, mais aussi du miel. Voilà l'anecdote. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!